François, bon, c'est les carnets, bah, c'est tout simple, ça. Tous les jours, tu fais une vidéo en fonction de ce qui se passe, de ce que tu lis et tout ça. C'est la règle du jeu. Alors, aujourd'hui, ça tombe bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bougé. Pas bougé parce qu'il faisait froid dehors, ça pleuvasse, comme s'il y allait avoir de la neige, c'est tout gris. Et puis, bah, c'est pas que je suis bien ici, il faut se forcer aussi à faire d'autres choses, mais il y a longtemps que je m'étais pas mis à Lovecraft. Alors, attendez, hein, c'est un paquet quand même. Si je prends la pile là, des points, j'en ai toujours d'avance parce qu'il m'arrive d'en donner, je suis fier. Même si tu touches 4% sur les livres vendus 6 euros, ils sont super beaux, jolis, ils ont changé plusieurs fois les couves, et il y en a 9 volumes. Alors, même à 4% sur les livres de 6 euros, au mois de mai, là, quand ils t'envoient le relevé, ça aide un petit peu. Mais c'est plus que ça. J'ai cet essai là, sur Lovecraft en 1925. J'ai du mal en ce moment parce que justement la balance entre la vidéo et l'écriture, le clavier. Alors, je me dis aussi que traduire, c'est relancer la machine. Alors, une envie que j'avais depuis longtemps, c'est un livre, là encore, que Lovecraft a écrit, refusé partout, publié en 1941, donc 14 ans, ouais, c'est ça, 14 ans après sa mort, le cas Charles Dexter Ward. Et c'est un livre important pour plein de points de vue, et notamment pour la façon dont il utilise la géographie de Providence, que je finis par connaître par cœur aussi. Et puis au début où tu te relances, faut retrouver aussi... au début, c'est hésitant, parce que tu cherches la musique du livre, comment il avance. Et il y a ce truc que chaque phrase ignore la suivante. C'est comme si chaque phrase, c'était un monde et qu'il fallait la retenir comme un petit bloc pour que d'un bloc à l'autre se fasse la tension narrative. Donc, alors là, ça y est, j'ai commencé. Alors, je déplace... une petite carte là, à mesure de... c'est pas beaucoup, hein, j'ai fait 4 pages. Oui, mais il y avait besoin là de s'incruster. Donc j'ai pas bougé de là. Mais tu as les emails qui viennent. Alors aujourd'hui j'ai eu 2 emails. Les propositions de boulot, ça court pas trop les rues, donc tu es attentif, tu reçois ça avec gratitude. Alors la première... j'ai dit non à toutes les deux, et je me suis dit j'en fais un carnet, parce que la première j'ai pas osé dire non, et la deuxième j'ai dit non, et comme j'avais dit non à la deuxième, je me suis dit au moins t'es clair avec toi-même, donc tu dis non aussi à la première. Et là c'est ce que je raconte. Bonjour François, j'espère que vous allez bien. C'est quelqu'un, je pense qu'on a dû se rencontrer, c'est quelqu'un de parfaitement estimable, journaliste principalement, critique, très impliqué dans le jazz, les radios. Je travaille sur un livre collectif sur les musiciens du XXe siècle. Il réunit une pléiade de 100 écrivains. Et là, il donne les noms. Alors, les noms, je ne vous les dis pas, parce que c'est quand même confidentiel. Il y a 17 hommes, 5 femmes. Bon... c'est très honorable, il y a au moins 4 prix Goncourt. Il paraîtra en septembre 2024 chez Fayard. Couverture, je ne vous le dis pas non plus. Chacun des auteurs écrit un récit sur un musicien ou une musicienne, t'as le choix, du XXe siècle qui l'a marqué, entre parenthèses, toute musique confondue. Un texte libre de maximum 6000 signes. Il s'agit aussi d'un portrait avec des éléments biographiques. Chacun des participants recevra 3 exemplaires du livre. Je serais ravi que vous y participiez. Donc voilà comment tu es payé. On t'envoie 3 livres. Alors, qu'est-ce que j'en ferai? Tu peux le revendre. Ça marchera pas. Hein. Donc, tu es payé en papier ou je le mets là. Mais surtout, je lui dis, mais 6000 signes, c'est une feuille comme ça, t'en mets déjà 1800. Donc, en gros, ça fait 3 feuilles comme ça.
qu'est-ce que tu veux raconter? Puis sans machin, ces espèces d'anthologies. Alors évidemment, après, t'en retrouves chez tous les bouquinistes, chez Soldet, chez Bradet. Je pense que Fayard, ils font faire une affaire. C'est comme ça que ça marche. Le livre paraît. Oh là là, t'as les 100 noms là, d'auteurs et de prix Goncourt et de tout ça, quelques femmes dans le lot. Et puis, ça parle de trucs qui sont connus, des musiciens. Chaque fois, t'en auras une belle page de livre là. Mais c'est pas ce que je demande à l'écriture. Alors, je lui dis, je suis pas emballé. Puis après, il me dit, oui, mais sur Dylan ou les Rolling Stones, je dis, ouais, mais sur Bob Dylan, j'ai fait un bouquin de 300 pages. Sur les Rolling Stones, j'ai fait, il y a 20 ans de ça, un bouquin de 600 pages. Alors, tu vois, reprendre ça avec un tout petit machin de... autant aller faire ChatGPT, parle-moi de Bob Dylan en 6000 signes. Remarque, ça serait rigolo, tiens. Leur donner un petit coup de ChatGPT sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais bon, ça m'amuse pas. Et là, en fait, c'est pour ça, musiciens, comme c'est des gens bien de la culture, il en faudrait quelques-uns qui aillent parler, là, allez, un petit coup de Lou Reed, un coup de Björk ou de... Bon, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des musiciens, si tu fais la liste... Même Tarkos, il a fait ça dans Anachronisme. La liste de tous les compositeurs de musique que tu connais. De Chelsea, Luigi Nono, Arvo Pärt, qui était mon voisin à Berlin. Alors pourquoi que j'en choisirais un? Alors j'ai eu le truc, je lui dis, j'aimerais bien peut-être alors parler d'un parfait inconnu. Vous savez, j'ai fait un livre qui s'appelle Musicien, là, que je diffuse moi, où il y a Roger Nortier, qui était qui était ancien directeur de l'harmonie municipale de Caen et qui, à Civray, dans la Vienne, donnait des cours de violoncelle, accordéon, guitare et contrebasse. Peut-être d'autres choses encore. Et moi, j'avais fait 2 ans de violoncelle, mais c'était en 5e, 4e. Mais bon, il était là avec sa gitane maïs. Mais bon, quand même, donc ça pourrait être ça. Mais payer en livres, on en était là. Là, maintenant, j'ai dit non. Là, au moment où j'enregistre, j'ai pas encore fait l'email. Pourquoi? Parce que je reçois un deuxième mail. Friday, December 1, 2023, à 18h0406 Central European Standard Time. Tout ça parce que, ça c'est les logiciels, hein. Alors que c'est simplement quelqu'un qui m'écrit, je suis très heureux, de Vix. Tu connais Vix? En Vendée, Fontenay-le-Comte, le Marais Poitevin. T'as Vix et dans Vix. À côté, t'as le Maizet de Rabelais. Et puis quand tu roules de Fontenay jusqu'à Maizet, tu passes devant chez Fétiveau, salut Fétiveau, et là, il y a un bistrot qui était au coin d'un carrefour au milieu de rien. Et puis là, il y avait la dormeuse aussi, la dormeuse de Chay. Mon grand-père, il amenait souvent les gens voir la dormeuse. J'ai plein d'histoires sur la dormeuse. Donc c'est mon pays. Puis en plus, Gaston Chessac, sa femme était institutrice à Vix. Et quand c'était le certificat d'études, à la fin, parce que c'est ça à l'époque, c'était pas les collèges, c'était le certificat d'études pour les grands, moi j'ai connu ça aussi, eh bien, Madame Chessac venait à l'école de Danvix, tandis que mon grand-père, instituteur à Danvix, allait, lui, assister les certificats d'études à Vix. Et donc mes grands-parents s'entendaient très bien avec Madame Chessac, mais lui, Chessac, qui à Vix ne pouvait pas fréquenter le curé, fréquentait le curé de Danvix. Or mon grand-père, instituteur laïque, ça lui plaisait pas trop ce bonhomme qui fréquente. Au point que ma grand-mère, elle a toujours trouvé louche, elle m'aimait bien, ma grand-mère maternelle, l'autre aussi. Et il comprenait pas ce que... Mais Chessac, il était fou. En gros, elle disait comme ça, de toute façon. Et elle m'a raconté qu'à la mort du curé, c'était longtemps après la mort de Chessac, chez le curé, on a trouvé 13, 14, 15 des Chessac. Personne n'en voulait. On a mis tout ça sur le trottoir. Et hop, c'est parti à la décharge. Les Chessac du curé de Danvix. Donc moi, j'y suis attaché. Il se trouve que né dans le canton d'à côté, où il y a aussi une communauté de communes, avec Saint-Michel-en-Lerme, avec Tréillez, avec Saint-Denis-du-Perret, l'Aiguillon-sur-Mer jusqu'à Luçon. Donc, une fois, grâce
à Antonin-Crène, j'ai été invité et on a pu faire un truc formidable à Saint-Michel-en-Lerme. C'était curieux, tu vois, des gens qui se rappellent encore là, une fois dans toute ma vie. Mais à Fontenay-le-Comte, là où on venait à la librairie d'Endurance, c'était la grande ville Fontenay-le-Comte. Il y avait aussi La Rochelle, puis les Sables d'Olonne. Mais quand tu quittais ton marais, c'était... Puis on avait nos cousins Jean-Marie, là, qui vivaient à Fontenay. Puis on y passait chaque fois qu'on allait justement chez les grands-parents. Donc tu prends très au sérieux. Qu'est-ce que j'ai eu comme affaire? Ah oui, c'est à l'abbaye de Maizet, pendant un temps, ils voulaient faire un son et lumière. Et c'était, vous savez, ce type qui s'appelle De Villiers, là, qui est toujours le grand Manitou, là, du Puy du Fou. Alors, le département était devenu propriétaire de Maizet, il voulait faire un son et lumière. Et il y avait un comité des gens qui étaient contre l'utilisation de Maizet pour en faire là, du spectacle à la soupe Puy du Fou. Et donc, moi, j'avais rejoint ce comité, normal. Et le directeur des affaires culturelles de ce Philippe de Villiers, c'est un homonyme à moi. Là, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, il doit être à la retraite maintenant, mais on a eu plein de croisements. Pendant un temps, par exemple, tu fais des conférences au Danemark, et puis 3 mois après, tu dis hey, quand même, vous pourriez me payer. Bah, on vous a payé? Non, j'avais payé. Ah ben, si, mais il avait payé à l'autre François Bon, parce qu'à l'époque, il était attaché culturel en Norvège ou je sais pas quoi. Et puis après, bon, oui, je diverge là. Mais donc, tu avais un François Bon qui faisait le son et lumière au nom de Villiers, et tu avais un François Bon qui disait ça a fichu un peu le bazar. Voilà, seul rapport professionnel que j'ai eu en 40 ans. Mais j'y vais des fois, parce que pour Rabelais, c'est moins pour Rabelais que pour Agrippa d'Aubigné. Une fois, même à Niort, on a fait une soirée Agrippa d'Aubigné à la bibliothèque. Il y avait Mathias Sénard aussi, qui s'y connaît, lui, Mathias. Il est du coin aussi, il est du Marais aussi, mais côté de Sèvres. Bon, c'est pas grave tout ça. Mais donc, je reçois ça, tiens, dis donc, venir à Vix et dans Vix, parler que j'ai de quoi faire, j'ai de quoi dire, il y a de quoi fouiller, on travaille. Pourquoi? C'est pas pour aller leur donner la leçon, c'est le contraire. C'est-à-dire, tu as cette occasion, tu parles là, tu sais sous quel ciel, sous quelle terre, tu sais sous quelle histoire, donc tu travailles en toi. C'est l'occasion de prendre un chemin de travail en toi, parce que, alors, diverses associations fontenaisiennes et autres bibliothèques communales du territoire sud vendéen œuvrent actuellement à organiser quelques événements, si possibles, originaux. Donc là, tu es à la 3e ligne, tu te dis, waouh, super, on va faire des trucs. Autour des personnalités, et alors là, il me cite Michel Ragon et André Pope. André Pope, c'est lui qui a composé la musique de Irma la Douce. J'ai vu ça sur Wikipédia. Ensuite, j'avais jamais entendu parler. 2 personnalités également populaires, toutes 2 issues de ce territoire. Et moi, j'aime pas la langue de bois, tu vois. Issues de ce territoire. Bon, d'accord, t'as de la bouse au cul. Bah, dis-le comme ça. Le mot territoire, déjà, tu vois. Alors, quand tu l'entends d'un Parisien, tu t'en fous. Tu vois dans le monde, les territoires. Bon, ouais, mais quand tu vois là, les bibliothèques communales du territoire sud de Vendée, non. Alors qu'arrive l'année du centenaire de leur naissance. Ah ouais, alors à ce moment-là, je me suis rappelé que Ragon, il était de 1924, comme mon père. Bah, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour le centenaire de mon père. Ah tiens, je le ferai tout seul, j'irai le faire là-bas. Le centenaire de mon père, peut-être avec mes 2 frangins, on ferait une super vidéo. Tu vois, c'est jamais négatif, t'as toujours des trucs qui t'arrivent. Connaissant à travers vos écrits et vos blogs votre intérêt pour les musiques modernes, ah, tu vois, du coup, André Pope et Rolling Stones, je sais pas tout à fait... pour une démarche qui organiserait une rencontre entre ces 2 figures, alors que dans l'état actuel de nos investigations, elles ne paraissent pas s'être rencontrées, nous serions honorés qu'une telle démarche puisse être éclairée par votre écriture. Et là, tout d'un coup, c'est tout ce Ragon qui m'est revenu. Bon, c'était un brave homme. Hein. Et dans les livres, alors c'était du roman populaire. Il y en avait un, par exemple, qui s'appelle... en tout cas, c'était l'histoire d'un preneur de taupe. Tu sais, le preneur de taupe, tu prends un bout de barbelé, tu mets le bout de barbelé dans le trou de la taupe. La taupe, c'est hémophile, donc elle se prend le barbelé. Et dans les campagnes, tu avais toujours, bien longtemps avant les barbelés, tu avais déjà des preneurs de taupe. Et ils savaient y faire, ces gars. Et Ragon, ça, c'était le bon côté de Ragon. Il avait fait l'histoire d'un preneur
preneurs de taupes, là, dans nos cambrousses là, du fond de Vendée. J'ai fait aussi un bouquin sur Rabelais. Alors, tout ça, je les ai eus. J'ai cherché dans le garage. Mais en ce moment, je me débarrasse. De toute façon, Ragon, il y a longtemps que j'ai dû m'en débarrasser. Son Rabelais, bon, tu prends Rabelais, figure populaire. Non, ça n'a jamais été une figure populaire. Un bouquin, franchement, qui est plus, même celui d'Anatole France, à la limite, est plus sérieux dans l'approche. Bon, c'était quand j'avais sorti ce livre, Autobiographie des objets, 2012, qui concernait l'Alzheimer de ma mère. Et c'est pour ça que j'avais écrit dans une nécessité, ce truc. Bon, évidemment, là, ça se passe, là, justement, soit dans Vix, soit Saint-Michel-en-Lerme, dans ce truc de Vendée. Et Ragon il me fait savoir qu'il avait proposé le prix. Il y avait un prix littéraire qui était attribué au Salon du Livre de Montaigu. Alors Montaigu, il ne faut pas se moquer, c'est la chouannerie et tout ça, mais il y a un bon BTS audiovisuel, paraît-il. J'ai rencontré des gens qui sortaient de ce BTS audiovisuel, donc depuis je dis rien. Le Salon du Livre de Montaigu. En même temps, il y avait un chèque à la clé. Puis à la limite, bon, moi, auteur régional, c'est pas mon truc, mais bon, tout d'un coup, tu avais un bout de littérature, là, Fiction Compagnie au Seuil, Ragon qui me connaissait, c'est lui qui me disait, tiens, j'ai proposé ce livre, j'aimerais tant que vous ayez ce prix. Eh ben, c'était un dimanche, je prends ma voiture, tôt le matin, vers 7h, Douai-la-Fontaine, enfin, par là, tu prends les petites routes, t'arrives à Montaigu, je me gare, j'avais retrouvé Louis Dubois, là, du Dé Bleu, là, enfin bon, tu rencontres toujours des gars que tu connais un petit peu. Et puis là, tout d'un coup, 10h, l'inauguration. On voit arriver le Philippe de Villiers, avec savez-vous quoi ? L'évêque de Luçon. Me voilà dans un salon du livre, où viennent vers moi ce vieux de la droite, et puis vraiment, là, chez lui, dans sa cour, avec l'évêque de Luçon. Puis mon Ragon, qui était là. Bon, tu ravales. De toute façon, avec Dubois, on était tranquille dans notre truc, ils sont pas venus jusqu'à nous. Ils sont passés. Et puis là, ils prononcent le prix. Bah, c'est pas moi qui l'avais, le prix. Ah ben, il était 10h20 quand ils ont annoncé qui aurait le prix. Ils sont venus le chercher. Parce que la remise du prix, c'était... allez hop, j'ai repris ma bagnole. Je suis reparti dans l'autre sens. Et bouquin de Dragon, tu parles que j'ai pas gardé ça après. Donc, voilà. Oui, c'est ça qui est bizarre. Tu te dis, bon, je vais imprimer ces 2 mai, je vais en parler. Il y en aura pour 1 minute et demie. Puis vous êtes toujours là, puis moi aussi. Et donc là, ce monsieur là, très gentil, très poli, très aimable, depuis Vix, il dit qu'il habite Vix. Donc il met CF Chessac entre parenthèses. Je lui ai répondu gentiment. Je lui ai dit que qu'est-ce que tu veux que j'aille parler de Dragon ? Il y a mieux qualifié. Puis l'autre, dont Irma la Douce, là, j'ai jamais entendu parler. C'est bon parce qu'il est né là, à Benay, près du Mazo, là, dans le Marek. Bon. Et puis, une fois que j'ai eu dit non, ça m'a soulagé. Tu vois, alors, il y a ce livre de Michaud, vous savez, Henri Michaud, il y a Gallimard qui a publié un livre qui s'appelle « Je dis non », avec la compilation de toutes les lettres où Michaud s'excuse de ne pas. Bartleby. I would prefer not to. Michaud, je dis non. Alors là aussi, je l'ai cherché, c'est le bazar. J'ai plein de Michaud là en ce moment, mais ils sont souvent sur la table. Mais c'est pas un livre, il n'est pas dans les Pléiades, mais j'ai beaucoup de non-Pléiades de Michaud que je garde, parce que le geste de lire est différent. Mais bon, celui-là, c'est pas essentiel, quoi. C'est pas... Donc je l'ai pas... Il doit être là, à côté, dans le garage, je l'ai pas balancé, mais bon, c'est pas des livres que tu les achètes, tu les lis, et puis après, ça aussi, c'est pas bien. Donc j'avais ça. Bah, Michaud, je dis non. Et ben aujourd'hui, c'était le jour à 2 noms. Non et non. Jour à 2 noms. Et c'est pas, vous voyez, c'est en grand respect pour ces gens, mais franchement, t'achèteras ça, toi, à Noël 2024, le Fayard avec 100 écrivains qui disent chacun qui c'est leur musicien, en 1 page et demie, avec des renseignements biographiques sur le musicien. Faut arrêter, quoi. Enfin, en tout cas, qu'ils continuent tous. Mais, moi, je suis plus là, quoi. Je fais quoi? Je suis où? Ben, je traduis Charles Dexter Ward de H.P. Lovecraft. J'ai fait 3 pages et demie, et il m'en reste 248.
Un peu moins, tiens. 185, 3 pages et demie, et il m'en reste 185. Des fois, je te remontrerai où elle est partie, la petite carte postale. Voilà. C'est le journal d'aujourd'hui. Donc c'est demain, puisque je le charge le soir. On est dimanche. Bon dimanche.